et je m'occupe de 5 unités de dialyse. Donc, où on travaille soit avec des infirmiers salariés comme vous, soit avec des infirmiers libéraux. Et on s'est organisé dans notre structure pour mettre en place dans chaque unité de notre structure, il y en a 22 en tout, pour mettre en place des infirmiers experts sur l'abord vasculaire et pour travailler avec nous donc sur des protocoles, justement de surveillance de l'abord vasculaire. Donc le travail que je vais vous présenter, c'est le travail du groupe avec tous ces référents. Donc chaque référent est après acteur dans son unité pour accompagner les autres infirmiers aux bonnes pratiques sur l'abord vasculaire. Donc on a sur chaque étape de la surveillance de notre abord vasculaire, on a créé des fiches avec ce groupe pour essayer de donner un petit peu les lignes de conduite à tous, qu'on ait exactement les mêmes façons d'examiner nos abords vasculaires et de les surveiller. Donc sur l'examen clinique de Jean-Yves Bosque vous a parlé de la fistule artério-veineuse, on a fait aussi un document sur comment on surveille cliniquement un cathéter veineux central avec les différentes étapes donc, de la surveillance. Dans un premier temps, donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, quand le patient arrive en dialyse, il y a tout un temps d'observation. Et le premier temps, pour nous, il est sur l'étanchéité du pansement. Bien souvent, on a des patients qui, justement, ont des soucis en fait, de maintien de cette étanchéité du pansement avec derrière des risques d'infection du cathéter. Donc la première chose, vraiment, c'est de pouvoir observer cela et derrière, quand ça n'est pas le cas, de pouvoir mettre en place des séances d'éducation auprès du patient pour vraiment qu'il soit acteur de ça aussi, qu'il participe à cette intégrité-là. Deuxièmement, le recueil de données cliniques, donc qui, de la même façon, ça va être l'interrogatoire pour le patient sur est-ce qu'il a eu des douleurs, des démangeaisons, est-ce qu'il y a de la température, des œdèmes, des hématomes, des saignements. Tout ça, c'est important de pouvoir le noter. Et puis après, une fois l'interrogatoire passé, c'est aussi qu'est-ce qu'on peut observer quand on ouvre le pansement. Donc par rapport à est-ce qu'on retrouve des rougeurs, alors pas forcément au niveau des émergences, mais sur la totalité du trajet du tunnel, puisque nos cathéters en dialyse, ils sont tunnelisés. Donc en général, les premières infections, elles arrivent toujours au niveau du tunnel. Donc c'est vrai que c'est la première chose qu'on doit observer, c'est est-ce que c'est rouge le long du trajet de la tunnelisation et est-ce qu'on a sinon aussi au niveau des émergences des écoulements, des croûtes, donc tout ça c'est très important de le noter. Et puis ça c'est pour nous infirmiers, c'est une des alertes vers les médecins. On branchera jamais un patient quand on a déjà un premier doute d'infection. C'est vraiment déjà un premier signal d'alerte auprès du médecin avant de brancher le patient. On vérifie aussi la fixation de notre cathéter parce que souvent aussi, on a des irritations qui sont liées au fait que le cathéter se mobilise énormément dans les tunnels. Donc en fait, un cathéter, vous le savez, il est toujours, quand il est tunnelisé, il est toujours fixé. Il n'est pas fixé au niveau des émergences, mais il est fixé plus haut. Et le fait que des fois, cet aubanage est cédé, eh ben, on a des cathéters qui peuvent glisser plus facilement. Donc il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Donc ça ne va pas être une alerte avant branchement, mais ça sera, quoi qu'il en soit, une alerte vers le médecin. Et puis après, on teste la perméabilité en venant aspirer dans nos lignes, donc la perméabilité du cathéter pour savoir si on va avoir, si on a des caillots, s'il est encrassé ou pas. Voilà, donc on a tous la même ligne de conduite. On prend en charge un cathéter, voilà toutes les étapes dans notre examen clinique. Sur la fistule artério-veineuse, en fait, le docteur Bosque l'a un petit peu développé, donc je vais passer plus rapidement. De la même façon, donc examen manuel, manœuvre du bras levé, la palpation, l'auscultation. Après, ça c'est un point fort, c'est qu'on dit pas de ponction sans avis médical s'il y a une présence de signes d'infection locale.
Deuxièmement, s'il y a absence de trilles, donc on n'a plus le frémissement, ou s'il y a une absence de souffle. Ça, c'est primordial parce que bien souvent, en fait, on est un peu dans la précipitation et c'est vrai que l'examen clinique, il est primordial. Peut-être il faut perdre un peu plus de temps là-dessus, même si on est précipité par l'organisation, par le patient qui veut vite être branché pour vite partir. Et donc, des fois, on est dans cette précipitation et on le néglige un petit peu, cet examen. Donc, il est vraiment primordial. Et donc, on peut en plus générer des dégâts supplémentaires si on ponctionne une fistule alors qu'elle est thrombosée. Le geste chirurgical, après, il sera plus compliqué, avec des risques d'hématome, de saignement. Donc vraiment, notre rôle, il est important là-dedans. Donc ça, c'est l'étape de l'examen clinique. On a, nous, des documents qui nous aident aussi pour visualiser un peu on a l'examen clinique, donc on sait repérer quelles vont être les zones de ponction, mais on a aussi des documents supports qui sont importants pour nous, c'est la fiche de l'accès vasculaire. Celle-ci, c'est un peu la carte d'identité de l'abord vasculaire. Il a été créé, on renseigne cette feuille et on donne les premières recommandations de ponction. Ça, c'est les premières. On sait que les premières, c'est quelque chose qui bouge énormément, hein, parce que forcément, au départ, on va piquer comme ça, mais à un moment donné, il y a des sténoses qui se forment ou il y a des zones de ponction un peu plus difficiles parce que l'accès est plus profond, et donc ça s'est mieux développé à d'autres endroits. Donc en fait, ces indications, elles ne sont que des indications au démarrage de la création de l'abord. Pour autant, ça nous donne un petit peu sa carte d'identité. Il a été créé par qui, quand, et c'est important de garder ces documents avec nous. Secondairement, on a une surveillance des abords donc, par écho-Doppler. Donc le rythme de surveillance, il est dépendant de l'aspect de l'abord, et ça, c'est l'angiologue qui détermine qu'il surveillera tous les 3 mois, les 6 mois ou tous les ans cet abord par angiologie. Et nous, le docteur Bosc nous visualise par schéma, vous l'avez vu tout à l'heure dans le diaporama, mais là on le voit aussi, quelles sont les zones pour lui à développer. Donc c'est vrai qu'on a des indications qui sont déjà très importantes pour nous, et on voit à peu près le site artériel et le site veineux. À nous après d'alterner les points de ponction sur ce tronçon de site artériel et sur ce tronçon de site veineux. Là, c'est vraiment un super abord, même s'il n'est pas simple quand on le connaît, celui-ci. Mais en fait, on a un site artériel qui est là, qui est assez grand, et un site veineux qui est assez grand. Des fois, c'est plus petit et la zone le choix des zones de ponction est plus complexe. Donc, tous ces documents, on les a à proximité du patient. On a notre examen clinique, on a ces documents. On a aussi des fiches de surveillance de l'abord vasculaire, donc, où en alternative avec l'écho-Doppler, nous, on fait des surveillances par transsonique. C'est un examen où on peut voir le débit de fistule et s'il y a de la recirculation. Donc ça nous donne une indication si, par exemple, il y a des sténoses, si la surveillance elle est à 3 mois de l'écho-Doppler, s'il y a une baisse de débit dans l'abord vasculaire, ça nous permet d'alerter le médecin et d'anticiper l'examen de Doppler. Donc cette feuille, c'est tous les mois. Tous les mois, on a cette surveillance spécifique. On note aussi toutes les interventions chirurgicales. Donc ça nous permet de voir un petit peu l'historique de l'abord vasculaire. Et puis, on a aussi développé cette fiche de ponction. C'est les fiches de première ponction, parce que nous, dans nos unités, nos infirmiers, ils travaillent en 12 heures, donc 3 jours par semaine. Donc, ils ne voient pas suffisamment les abords. Parfois, dans les unités, c'est 80 patients. Donc, du coup, on est obligé, quand un abord est un peu compliqué, d'avoir cette fiche de suivi et de donner les bonnes recommandations. Donc, notamment sur les premières ponctions d'un abord vasculaire, c'est au moins pendant les 6 premières ponctions, on va noter des indications. Aujourd'hui, à quel endroit j'ai piqué? Est-ce que j'ai piqué une aiguille sur ma fistule et j'ai gardé le cathéter, une branche du cathéter? Voilà, on donne toutes les indications. Est-ce que j'ai piqué par éco-guidage? Ça, c'est quelque chose que on va en discuter après. Donc en fait, c'est vraiment un suivi, c'est vraiment pour donner l'indication à l'infirmière qui va prendre le relais derrière, où est-ce qu'on a piqué, où est-ce qu'elle va pouvoir
comment elle va pouvoir prendre en charge la fistule. Donc voilà pour tous les documents, enfin pour toute l'analyse clinique de cet abord vasculaire. On parle de la ponction maintenant. Donc la ponction, le prérequis d'abord, c'est tout ça, c'est tout cet examen clinique et les documents références de l'abord vasculaire. La deuxième chose, c'est tout ce qui est installation du patient, c'est primordial. Prendre le temps de s'installer soit en tant que soignant et d'installer le patient correctement pour que la ponction, au niveau ergonomie, on soit bien et que le patient soit bien installé. Donc en général, on l'allonge, même si le patient il est un petit peu en difficulté, on veille à ce que le confort soit respecté au niveau respiratoire, mais le mieux c'est d'avoir un patient allongé, un bras bien écarté, et vous-même que vous vous installiez bien. C'est vraiment important. Le matériel, bon, ça c'est important, c'est presque obligatoire, hein, qu'on ait bien tout le matériel à disposition, qu'on ne soit pas obligé de courir à droite, à gauche. Et puis tout ce qui est recommandation de bonne pratique, donc ne jamais piquer sur l'anastomose, pronctionner en hyperdébit veineux, c'est ce que disait tout à l'heure le docteur Bosque, donc toujours un garrot bien serré pour avoir une fistule bien tendue, qu'elle ne bouge pas, et pouvoir la fixer aussi vous au moment où vous allez la ponctionner. Mais donc déjà elle est bien tendue et c'est quelque chose de facilitant. Voilà. Après, ponctionner en stabilisant la fistule, l'angle d'attaque, donc entre 25 et 30 degrés, sachant qu'après, selon la fistule, ça peut être un peu moins ou un peu plus, hein, mais ça, c'est justement l'examen qui va vous le dire, et c'est votre collègue qui a piqué avant qui va vous le dire aussi. Il faut prendre un angle plus bas, un angle plus haut. Enfin, c'est quelque chose vraiment, c'est votre transmission qui va faire que l'angle, vous l'aurez bien. C'est important. Voilà, et puis après, le sens, piquer toujours dans le sens du flux. Donc c'est vrai que parfois, on peut piquer l'artère en contresens du flux. On peut, nous on se donne la règle, on pique en sens du flux tout le temps. Par contre, la veine, c'est toujours dans le sens du flux, c'est certain. Voilà, et la fixation des aiguilles qui est primordiale aussi. Voilà, toujours tracer derrière. J'ai eu un échec de ponction, toujours le tracer, toujours le dire. C'est pas quelque chose c'est pas une faute. Par contre, c'est important parce que ça peut donner des indications sur la clinique d'après. Apparition d'un hématome, la veine, enfin le vaisseau qui s'est durci. Donc c'est très important. Au moins, on a une explication à donner. Il y a un hématome, on sait pourquoi. Est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est une compression qui s'est mal faite ou est-ce que c'est une fistule qui a saigné? Enfin, en tout cas, il faut pouvoir se poser la bonne question. Nous, on a la chance d'être formés à l'éco-guidage, donc c'est un projet du docteur Bosque dans nos unités. Donc en fait, il a formé une équipe d'infirmiers à faire de l'éco-guidage, de l'éco-repérage. Donc en fait, les ponctions, on a plusieurs indications pour utiliser cette méthode. Donc c'est au minimum lors des 6 premières ponctions d'une fistule. Lorsqu'il y a une présence d'une anomalie, hein, surtout au niveau du site de ponction, donc par exemple un hématome. Une fave qui est atypique et qui est difficile à piquer, il y a eu plusieurs échecs de ponction, donc là on va indiquer l'éco-guidage. Le changement de site de ponction, hein, les patients ils sont tous un peu réfractaires, ça marche très bien à cet endroit et à cet endroit, ne changez pas les points s'il vous plaît. Là on est obligé d'accompagner obligé. Maintenant qu'on est formé à l'éco-guidage, on s'oblige à accompagner ces changements de points de ponction par éco-guidage parce qu'on sait qu'on n'aura pas d'échec. Et pour le coup, on aura une adhésion plus facile du patient à changer les points de ponction. Douleur importante à la ponction, ça peut aussi aider le patient à se dire il n'y aura pas d'échec. La douleur, elle est un peu induite par le stress, hein, souvent. J'ai peur, j'ai mal. Donc là, au moins, ça permet d'atténuer ce stress. Les échecs de ponction, donc à la première tentative, hein, j'ai pas réussi, je vais pas m'acharner. Si j'ai un collègue à côté qui est je fais en sorte qu'il y ait un collègue qui vienne m'éco-guider pour gagner du temps aussi. Ponction en période périchirurgicale. Quand il y a une intervention chirurgicale, systématiquement, la première ponction derrière, on indique l'éco-guidage aussi.
On a souvent des bras qui sont œdémaciés, c'est plus compliqué, donc direct, on indique l'éco-guidage. Voilà. Quand on forme le personnel aussi, ça peut leur donner un peu une indication. Quand je pique, quand je pique avec un angle comme ça, je visualise mon aiguille dans le vaisseau. Quand je baisse mon aiguille, voilà comment l'aiguille se met dans la lumière du vaisseau, quand est-ce que je cathétérise. Donc ça permet de visualiser. Et visualiser, ça permet de mieux acquérir le geste. On forme des patients à l'autoponction aussi, parce que dans notre fondation, on fait de la dialyse à domicile. Et les patients, bien souvent, s'autoponctionnent. Donc en fait, on leur apprend aussi à s'autoponctionner en regardant l'image. Ça leur donne un peu plus l'idée du geste. Voilà. Et puis, repérer aussi, on a une création de fistule, on sait qu'elle est mature, qu'on va la ponctionner, et on fait le repérage, on fait le tracé avec le marqueur. On prend les photos et on indique à nos collègues la fois d'après où est-ce qu'il faudra ponctionner les 2 premières aiguilles. Donc en fait, c'est tout un protocole, on est forcément 2, donc ça ne se fait pas tout seul. Il y a un infirmier qui guide et l'autre qui pique, qui ponctionne. Et là, c'est du lâcher-prise complet. C'est celui qui va guider qui prend la main. C'est lui qui va donner toutes les indications. Et c'est vrai que c'est une autre façon de ponctionner. On n'est plus maître, en fait, on est guidé. Donc il faut vraiment écouter. C'est des ordres simples, c'est du vocabulaire simple. Voilà, on se guide pour réussir la ponction. La prévention des risques de déconnexion, ça pour nous c'est une prioritaire aussi. On a eu beaucoup de déconnexions d'aiguilles, donc on a travaillé aussi sur comment sécuriser nos aiguilles. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de scotch, de sparadrap, mais c'est la seule façon d'éviter l'arrachage d'aiguilles. Et ce qui est très important aussi, ce sont outre la fixation des 2 aiguilles, c'est aussi les boucles des lignes, parce que souvent, il y a des tractions sur les lignes, et c'est à ce moment-là qu'en fait, on arrache nos cathéters. Donc, du coup, on fait une boucle en bas de sécurité et une boucle en haut de sécurité. Ce qui fait qu'en fait, s'il y a de la traction, la première boucle cède, on a le temps de s'en rendre compte, et si on n'a pas le temps de s'en rendre compte, la deuxième boucle cède. Donc, vraiment, on veille à ce que ces boucles soient faites. Et toujours le bras visuel. Souvent, les patients, ils aiment bien se mettre sous la couverture parce qu'en CEC, ils perdent des points de température. Mais du coup, on veille à ce que le bras soit toujours dégagé pour avoir un visuel sur la bord. Et on rapproche au maximum la pression veineuse de notre générateur avec la pression du patient. Parce que le problème, c'est pas tant l'artère, puisque quand l'artère s'arrache, on va avoir des signaux au niveau de nos générateurs. Par contre, parfois, avant d'avoir un signal sur la pression veineuse, notre patient, il a eu le temps déjà de perdre beaucoup de sang. Donc, on rapproche toujours notre limite inférieure notre limite de pression veineuse au niveau quasiment de la pression veineuse du patient. Donc c'est vrai que ça génère un peu plus d'alarmes, mais mieux vaut générer des alarmes et aller vérifier que ce n'est pas un arrachage d'aiguille, plutôt que de revenir et de voir que le patient il est dans une mare de sang. Importance de la compression manuelle, alors ça c'est la fin du soin. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un point technique très important aussi. La compression manuelle, chez nous, elle s'est un petit peu dégradée parce qu'on a eu beaucoup de pansements hémostatiques, on a utilisé beaucoup de pansements hémostatiques et on a oublié l'importance de la compression manuelle. Donc on a remis un peu de sens là-dedans aussi, en expliquant un petit peu que c'est un diagnostic, l'hémostase. Donc si en interface on met trop de pansements hémostatiques, on peut perdre le visuel sur une fistule qui saigne beaucoup avec un allongement du temps d'hémostase et qui peut être signe d'une sténose. Donc on remet un peu de sens là-dedans en disant une fistule, normalement une compression à la fin d'un débranchement, c'est à peu près 10 minutes, on va dire à peu près 10 minutes le seuil. Après il y a des patients,
il y a des patients qui ça va être un petit peu plus long ou un petit peu plus court. Il faut identifier le profil du patient. Son temps d'hémostase normal, il est de temps. Et après, en fonction, si on a un allongement, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une sténose qui s'aggrave? Derrière, ça peut être refaire un examen transonique pour réévaluer un débit. En tout cas, il faut toujours s'interroger. Temps d'hémostase qui s'allonge. Et si on met trop de pansements ou si on met des pinces, les pinces, ça peut déjà abîmer la fistule. Mais en plus de ça, on ne maîtrise plus le temps d'hémostase derrière. Donc c'est vraiment se resensibiliser là-dessus. Et c'est vrai que des fois, on est un peu pressés tous. Il faut débrancher, derrière décontaminer les salles de dialyse pour vite rebrancher l'après-midi. Donc on a aussi des organisations qui font qu'on a mis en place pas mal de choses pour nous aider, mais celle-ci, la compression manuelle, elle est importante. Et je pense qu'il faut éduquer les patients aussi. Les patients à eux-mêmes se comprimer, parce que derrière, c'est le lien aussi, c'est la sécurité, si la fistule se mettait à saigner à domicile. Mais c'est aussi une aide pour nous, et c'est important qu'ils sachent, c'est une compétence qu'il doit avoir. Donc c'est important qu'il le fasse, et pour nous, ça peut nous aider aussi dans l'organisation à pouvoir continuer à mettre en place la fin de dialyse. Voilà. Alors, tous ces points qu'on vient de se dire, nous, on a organisé des évaluations de pratiques professionnelles. C'est important de se dire, on a mis en place toutes ces procédures, mais on veille à ce qu'elles soient toutes bien en place et puis qu'il n'y ait pas des dérives de pratiques. Donc, on fait des évaluations de branchement, débranchement de fistules, des évaluations de branchement, débranchement de cathéter veineux central et des évaluations de ponction éco-guidée. Donc, pour nous, c'est minimum une fois par an et avant tout, initialement, quand on forme un nouvel infirmier, au bout on met 6 semaines pour le former et dans le programme de formation, on va l'évaluer pour voir s'il est dans la conformité sur tous ces protocoles. Évidemment, il y a des critères, ils ne sont pas tous techniques, il y a des critères d'hygiène. Donc, est-ce que l'infirmier porte bien ses protections individuelles? Est-ce que la détertion, l'asepsie est rigoureuse et répond bien aux critères de conformité? Les frictions hydroalcooliques, nous, on préconise 6 frictions au moment des branchements, 6 frictions au moment des débranchements. Donc, dans nos protocoles, elles sont bien identifiées. Donc, on regarde le nombre de frictions et la qualité de la friction. Parce que la friction, il faut aussi qu'elle atteigne au moins 30 secondes pour être sûr qu'on est vraiment on est conforme. Le respect des précautions standards, est-ce qu'on a bien nos blouses, nos tabliers de protection, nos gants, nos lunettes, et le tri des déchets. Ça, on en parlera tout à l'heure puisqu'on a un sujet là-dessus. Et les critères techniques qu'on évalue, donc est-ce que l'examen clinique est bien réalisé? Est-ce que l'infirmier qui s'occupe du patient a bien pris connaissance de toutes les informations sur l'abord vasculaire et les recommandations? Est-ce qu'il a bien respecté les consignes de ponction, la sécurisation de la fixation et la compression manuelle? Tous ces points, c'est important pour nous parce que c'est pas du tout... c'est quelque chose qui, c'est pas pénalisant pour l'infirmier, au contraire, c'est lui donner ses objectifs. Voilà, sur ce point-là, peut-être il faut renforcer, c'est vraiment quelque chose d'important. On forme nos infirmiers à s'auto-évaluer aussi, comme ça il y a moins le stress de l'encadrement ou du médecin qui serait là pour regarder. Donc c'est quelque chose qui est bien à travailler et à déployer. Voilà, merci beaucoup.